C'est Carole Magne et Patrice Franceschetti qui sont rendus à Kobani au Rojava pour voir la lutte du peuple kurde, pour voir la résistance de Kobané, et ils vont nous raconter leur voyage, leur expérience, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont constaté. Ils vont nous parler de l'expérience des cantons autonomes du Rojava et de la situation de Kobani, de Efri et de Jizvi, et surtout de la lutte des femmes. Donc je vais commencer peut-être avec Patrice en lui demandant tout simplement, en tant que Français, qu'est-ce qui vous a poussé d'aller au Rojava où malheureusement depuis plusieurs années il y a une guerre très violente, où les Kurdes, mais aussi les autres ethnies, les Syriaques, les Chaldéens, les Arméniens, les Turkmènes qui habitent sur place, étaient violemment pris à partie par Daesh, sous le regard, on va dire un petit peu silencieux et complice de l'Occident, et avec le soutien actif de la Turquie, du Qatar, des pays de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller au Rojava, à vouloir prendre des photos à un moment où c'était quand même assez risqué? Alors je ne prends jamais de photos, c'est pas mon métier. Je suis écrivain engagé depuis plus d'une trentaine d'années dans la cause kurde. Et pour aller très rapidement, de 91 à 93, c'était avec Jalal Talabani et BPK, Kurdistan d'Irak. 96, c'était avec Abdullah Öcalan sur la série Turquie. Et depuis 3 ans, avec le PYD sur le Kurdistan syrien. C'est pour cette raison que depuis le début de la guerre, je vais à Rojava, que le livre que j'ai écrit, Mourir pour Kobané, n'était pas destiné à être écrit en réalité. Je n'allais pas là-bas pour ça, mais simplement mon éditeur et mes amis kurdes, vous voyez, à un moment donné, quand même fait aussi ton métier. Écrit. Donc j'ai écrit ce livre et c'était au moment de tout le travail qui se faisait avec Bernard Kouchner et Gérard Chagnon, ici et à Rojava, surtout les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2014, au moment où Kobané était vraiment en grande difficulté, jusqu'au retournement de Kobané, et Bernard Kouchner, en la matière, a joué un grand rôle pendant ces 2 ans et demi avec moi et Chagnon, sans en faire état publiquement, car le but c'était de ne pas en faire état publiquement, évidemment. Donc on est très content du résultat, d'avoir vu Hassan Abdallah à Paris, enfin bref, tout ce que vous savez. Voilà pourquoi je suis un farouche défenseur des Kurdes depuis très longtemps. Et j'ai bien connu Abdullah Öcalan dans les années 96. Sur la situation elle-même, je vais laisser Carole Magne aussi en parler parce que depuis quelques mois, évidemment les choses ont un peu changé. Toute la partie de janvier jusqu'à juin, donc les 6 premiers mois de cette année, vraiment il y avait une dynamique avec les Yapagés et les femmes combattantes pour la reprise de Tel Aviv pour faire la jonction entre Jezeré et Kobané, et ensuite vers Ifrim pour faire la jonction finale, car l'objectif quand même de l'état-major kurde là-bas, c'était l'unification totale des choses. Et comme ça marchait très bien, et que Daesh a quand même perdu le moral à partir de janvier avec les Kurdes de Syrie, les Turcs ont réussi à ce qu'une certaine volte-face américaine ait lieu, pour que la dernière zone vers Ifrim ne soit pas occupée pour l'instant. Donc le combat reprend, la situation est un peu plus délicate qu'avant. Je retourne là-bas après-demain. Je pense que vous allez vous en tirer. Même si le combat est encore long. Comme on est malheureusement, mais d'une certaine manière pas assez nombreux là, je vais essayer d'éviter, on est là pour répondre à vos questions, à vos interrogations, donc essayez d'éviter un discours qui va durer des heures, et puis avec 10 minutes de questions tout à l'heure. N'hésitez pas au cours du discours, sans pour autant interrompre une phrase, mais n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure des besoins. Voilà. En 2 mots, moi ce qui me préoccupe le plus en ce moment, c'est la relation entre les barzanistes et Rojava. Parce que le poumon
militaire, économique de Rojava pour l'instant, ça reste quand même la frontière du Tigre avec le Kurdistan d'Irak. Et que cette frontière, depuis quelques mois, sous la pression des Turcs, eh bien, est un peu plus aléatoire qu'elle ne l'était auparavant. Et que les relations entre Kurdes d'Irak et Kurdes de Syrie doivent, quoi qu'il arrive, se maintenir au plus haut niveau. C'est fondamental et les Turcs font tout pour qu'elles ne se maintiennent pas. Tout l'enjeu politique actuellement est là-dedans. Et on a plus de difficultés à passer la frontière qu'avant. Quand tu as passé par la Turquie, les gens comme moi, ils ne sont pas très bien venus. Donc, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Nous verrons dans 2 jours. À nouveau. Pour le reste, j'ai une profonde admiration. J'aime beaucoup mes amis kurdes d'Irak. Beaucoup. Mais j'ai une admiration plus profonde et plus grande pour mes amis kurdes de Syrie. Parce que, ça, chacun le sait, dans la libération de la tutelle du régime de Bachar el-Assad, il n'y a pas que ça chez les Kurdes de Syrie, il y a aussi un projet de société que vous connaissez tous, qui est en cours de route. Et moi j'ai vu pendant ces 3 ans la naissance d'un État, d'une armée, d'une police, d'une justice, d'un système législatif, d'un système associatif. Tout ça, ça a été, pendant les presque 3 ans maintenant d'aller-retour à Rojava, un état de grâce. C'est quelque chose d'assez formidable, mais qui n'est pas encore gagné jusqu'au bout. Voilà. Nous sommes en plein parcours, en plein itinéraire, et j'entamerai avant de laisser la parole à Carole pour dire une fois de plus, non seulement toute l'admiration, mais comment dire, toute la foi et la détermination qu'ont et qu'auront encore longtemps les combattants et les combattantes du pays YV. Il n'y a pas gay, il n'y a pas de... C'est vraiment formidable et c'est ce que j'écris dans mon livre Mourir pour Kobané. Finalement, une fois de plus, et pourtant je suis habitué à ça, mes amis kurdes ont donné au monde entier une leçon de bravoure, de détermination, de courage, d'imagination et de révolution extraordinaire. Voilà. Et c'est pour ça que malgré les difficultés actuelles, comme eux, quand je suis avec eux c'est un bain de jouvence, quand je suis avec vous c'est un bain de jouvence, je pense que la partie est encore longue, encore difficile, encore dure, elle n'est pas gagnée, mais elle sera gagnée tôt ou tard. De toute façon c'est la foi qui anime toutes ces femmes. Hein. Voilà. Je laisse la parole à Carole maintenant. On va vous entendre tout à l'heure. On va continuer à vous entendre, je vais poser la même question à Carole. En tant que femme, qu'est-ce qui vous a poussé à aller? Je sais que vous aussi, vous êtes solidaire, vous êtes à côté du peuple kurde depuis très longtemps. Mais qu'est-ce qui vous a poussé en tant que femme à aller au Rojava alors que voilà, la situation est quand même assez... ça fait peur, la guerre, la violence, Daesh et tout ça. Expliquez-nous. Oui, bonjour, je suis très contente d'être ici. Je ne vais pas répéter ce que dit Patrice, mais je vais vous expliquer mon engagement, qui est un engagement de femme, de sociologue et de spécialiste sur ce qu'on appelle genre et conflit armé. Si vous voulez, j'écris, j'enseigne, je fais un tas de choses liées à la situation des femmes dans les guerres. Moi, je fais dans les zones de guerre. J'ai produit beaucoup de livres, d'articles que vous avez pouvoir vu sur Mediapart. Et je m'intéresse à ce qui se passe. Je veux dire, je connais la Bosnie, un tas d'endroits comme ça. J'observe les femmes dans les guerres. Et ce qui m'a par-dessus intéressé, poussé, c'était de voir comment des femmes luttent et créent un projet social. C'est ça qui m'intéresse. Parce que, bon, je ne vais pas parler de géostratégie et ainsi de suite, mais ce qui peut nous toucher tous, c'est de voir que quelque part sur cette planète, il existe un lieu qui n'est certainement pas le paradis, mais où il y a un projet social égalitaire, quasiment unique au monde. Il y a le Chiapas aussi. Il y a le Chiapas que vous connaissez au Mexique, mais là, ici, au Moyen-Orient, que je connais plutôt bien,
alors qu'il y a des guerres qui se passent à tous les niveaux, mais surtout des guerres contre les femmes. Je n'ai pas besoin de vous parler de Daesh, la montée d'islamisme, d'hiver, l'hiver arabe, on ne peut pas parler de printemps arabe. Si vous voulez, partout il y a ce mouvement contre les femmes, où les femmes sont évincées du discours social, de l'espace social. Là, soudain, il y a un endroit formidable. Bon, je ne dis pas que c'est réussi à 100%, mais c'est un work in progress auquel nous pouvons tous participer. Bon, je ne suis pas kurde, je ne suis pas musulmane, je ne suis pas chrétienne, donc vous pouvez deviner ce qui reste. Mais j'ai trouvé ma place dans ce projet. Si vous voulez, bien sûr, c'est un mouvement kurde, mais on n'est pas dans le répertoire super nationaliste qui exclut tous les autres. J'ai une amie que certains connaissent, Margaret Owen, elle a passé Noël au Rojava, Noël dernier, dans une église. Alors, je veux dire, j'ai entendu des gens me dire on a déploré que les Juifs soient partis du Rojava, parce que leur présence était importante. Où est-ce qu'on entend ça au Moyen-Orient, je peux vous le dire. Et cette ouverture, cette place pour toutes les communautés, cette place pour toutes les femmes. Et c'est ce qui m'a poussée, et c'est ce qui me pousse à lutter à partir de Paris, par mes écrits, mes cours, qu'est-ce que je peux faire pour cette révolution qui garde sa place. C'est peut-être, c'est Beaux-Arslan qui a écrit ça dans un article, c'est peut-être le dernier avatar des mouvements idéalistes et positifs, ce qu'on trouve ici à la tête de l'humain. Parce que tous les autres mouvements du Moyen-Orient sont absolument mortifères. Entre le djihad, la mort, ce culte du martyr et ainsi de suite, qui prône la vie? C'est le Rojava, c'est ce PKK renouvelé, parce que bon, ceux qui sont kurdes et qui connaissent les écrits d'Öcalan, vous savez, mais je veux dire, la presse a le PKK, on n'a pas lu des écrits plus récents sur le communalisme, cette ouverture, cette promesse d'un avenir possible, non seulement pour cette partie-là du monde, mais si vous voulez bien, pour le monde entier. Voilà, on verra bien. Là, avec Khaled Issa, le représentant du PAID à Paris, on part ensemble après-demain. On va, à la demande de Rojava, de créer un centre culturel francophone. Voilà. De telle sorte que les liens du peuple français et des Kurdes et des autres minorités puissent se renforcer, exister, etc. C'est génial. Où est-ce que la culture française est demandée en ce moment au Moyen-Orient? À Rojava, c'est quand même assez génial. Donc, sachez que, vous savez qu'à Munich, ils essaient de remplir les bus de réfugiés et personne ne veut venir en France. Donc, il y a un effort en direction de la francophonie et pour moi louable. Mais n'hésitez pas à poser des questions, qu'on ne soit pas là simplement qu'on réponde à vos attentes. N'hésitez pas. Monsieur a une question? Oui, bonjour. À part l'humanité, où moi j'ai lu plusieurs fois des articles, pourquoi les autres médias n'ont pas plus demandé ça, surtout qu'avec quelqu'un comme Bernard Kouchner, normalement ces interventions sont médiatisées. Alors, en fait, la presse au pays, il y a des règles qui sont souvent celles de l'intérêt du public. Il y a eu une période, je dirais de septembre à décembre, janvier 2014, janvier 2015, où il n'y avait pas de problème pour cette période dans les médias. J'ai fait beaucoup de tribunes libres dans Le Monde, avec Kessler et Océan, dans tous les journaux. Et puis au bout d'un moment, Kobané est libéré, il passe à autre chose les journalistes. Et on a du mal à leur faire parler de Rojava. En ce moment, c'est les migrants. Vous voulez leur faire parler de la situation en Turquie pour les Kurdes? Non. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué, mais il ne faut pas y voir en France une volonté. C'est déterminé contre les Kurdes. Non, c'est des signes médiatiques. Demain, il y aura un gros problème à Rojava, ils en reparleront. En ce moment, on rame un peu. Non, t'as rien. Je dis malheureusement, je crois que ce ne sont pas des cycles, je crois que c'est le résultat de la politique française qui suit l'OTAN, qui suit
pays des Américains, qui est dans une logique absolument anti tout ce qui peut être de gauche et tout ce qui peut créer une alternative à l'impérialisme et aux forces conservatrices. Et voilà, c'est pas une histoire de mode dans les journaux. Non, écoutez-moi, je maintiens ce que j'ai dit. Pour la presse en France, elle suit ses cycles. Et il n'y a pas, je ne suis pas dans une théorie complotiste qui penserait que tous les journaux français ont décidé de suivre la guerre. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est pas aussi simple que ça. Je n'ai eu aucun problème pour m'exprimer dans la presse avec Cauchy-Archagnan pendant 6 mois. On a eu partout parce que c'était le moment de la mode. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais vous avez des journaux qui suivent les Américains et puis d'autres qui ne les suivent pas du tout. Voilà, on est quand même dans un univers, je sais pas. Moi, si je veux m'exprimer sur les Kurdes, je demande pour les téléviseurs et j'y arrive sans problème. Personne ne me fait obstacle. Je vais écrire un livre qui s'appelle Mourir pour Kobané, il est partout dans les librairies, personne ne me fait obstacle. Donc, non, c'est vraiment, en ce moment, par exemple, pour beaucoup de Kurdes, il y a Rojava qui dit, mais il ne faut pas ouvrir les portes comme ça. Il faut que notre population se battre. Parce que l'histoire n'arrive pas à le faire passer, parce que, voilà, maintenant, il y a un discours un peu unique qui va changer sur les migrants dans 3 mois. Voilà. Ça doit courir. Monsieur avait une question? Merci. En fait, j'ai plutôt 2 questions. La première, c'est on parlait de comment fonctionne la société au Rojava. Comment s'articulent du coup les processus d'autogestion, de démocratie directe et de socialisme. Et la deuxième question, on parlait des droits des femmes. Comment ça, je crois que c'est également le cas, mais comment sont avancés les droits des minorités sexuelles, LGBT, etc. Ils ont beaucoup de problèmes à régler, mais je vais laisser la sociologue parler de ça. Je commence par la dernière partie, les minorités sexuelles et ainsi de suite, le LGBT. Pour le moment, c'est un autre problème, c'est pas du... Enfin, si vous voulez, c'est pas à l'ordre du jour. Même en Turquie, parmi les chercheurs qui travaillent un tout petit peu là-dessus, si vous voulez, leurs priorités sont autres, parce qu'il faut voir que la société kurde, comme elle ressemble, enfin bon, moi du moins, à certaines sociétés afghanes que je connais. À la base, il faut savoir que c'est une société un peu comme les Pashtuns, et parmi ils ont d'autres problèmes. Par exemple, le problème des crimes d'honneur qui est un vrai problème. Je ne dis pas que LGBT n'est pas un problème, mais les histoires, mais bien sûr qu'il y en a, mais les crimes d'honneur, il y en a vraiment beaucoup. Maintenant, moi en Turquie, dans l'immigration, donc il a fallu faire toute une éducation, une prise de conscience des valeurs, des valeurs alternatives, des mariages arrêter les mariages forcés, toutes sortes de choses comme ça, vous voyez, on en est encore là. Moi j'avais rencontré des recrues sur place, par exemple des jeunes kurdes qui venaient de Kurdes en Turquie qui disaient « ma famille me faisait beaucoup trop de pression, moi je voulais une vie plus libre et j'ai compris qu'on a essayé de la pousser vers un mariage qu'elle ne voulait pas et elle est allée au Rojava. Vous voyez, on est dans une société qui a ces priorités-là. Il ne faut pas faire la même erreur qu'on a fait avec l'Afghanistan, calquer les problèmes qu'on a en Occident, dont on se rend compte que très très récemment, qui a parlé des LGBT il y a 10 ans. Je veux dire, on en est à un autre stade. Je ne parle pas d'évolution, mais ce sont des sociétés qui ont des problèmes précis qu'il faut régler dans l'ordre. Et on commence par l'égalitarisme. C'est probablement choquant pour des gens ici, mais il faut vraiment avoir un autre regard sur des sociétés qui ne sont pas les nôtres. D'accord ? Pour sans raison, je peux vous jurer qu'actuellement, dans le combat mené par Rojava contre Daesh, le problème LGBT il est très secondaire. Ils n'ont pas le choix. Tous les jours, il faut vaincre ou mourir. Tous les jours, il faut bâtir déjà l'égalité homme-femme dans une société traditionnelle. Il faut, et pas seulement parce qu'il y a des minorités, mais les minorités arabes
à Rojava, elles n'ont pas forcément envie d'aller tout de suite, immédiatement, contre la polygamie. Croyez-moi, ça va à toute vitesse par rapport à ce que l'histoire aurait dû faire. Donc il ne faut pas leur demander de régler tous les problèmes en 3 mois. Voilà. Simplement, si vous permettez, je voudrais simplement ajouter peut-être un petit paragraphe pour que ce soit mieux compris. C'est vrai qu'au Rojava, c'est très compliqué parce qu'on est en train de tout reconstruire vraiment de zéro. Mais le projet de Rojava est un projet qui a été constitué, qui a été élaboré par Abdullah Öcalan. Et en Turquie, il y a une lutte qui est menée depuis 40 ans. Vous avez aussi le Parti démocratique HDP, qui est le Parti démocratique des peuples, qui regroupe non seulement les Kurdes, mais aussi les autres groupes de gauche, les autres ethnicités qui vivent en Turquie. Je vous parle du côté turc, qui aussi, les Kurdes de Turquie qui mènent une lutte ont été sont influencés par le projet de vie d'Abdullah Öcalan. Et par exemple, le HDP, qui est le Parti démocratique des peuples, est le premier parti à avoir présenté un candidat, une candidate LGBT. C'est le premier parti qui a présenté au Parlement turc, attention, un député ou des candidats non musulmans, notamment syriens, notamment arméniens, notamment turkmènes. Donc, il y a dans le projet de vie de Rojava, qui est donc un projet qui a été élaboré par Abdullah Öcalan, il y a aussi la situation des gens, des LGBT et tout ce qui s'ensuit, mais comme les deux intervenants l'ont dit, c'est vraiment par étape, car il faut vraiment tout reconstruire de zéro. Donc ce sont des choses sur lesquelles il y a un projet, il faut y travailler, mais il faut leur laisser le temps. Voilà, je me suis permis pour mieux expliquer. Donc si dans la salle, il y a des gens qui veulent poser des questions ou qui veulent apporter une explication ou poser des questions à nos intervenants, on vous écoute. J'en profite pour saluer Khaled Issa, le représentant du PYD en France qui vient d'arriver. Si vous voulez aussi lui poser des questions. Est-ce que je peux vous demander, les gens qui sont ici, combien, enfin je vois qu'il y a pas mal de personnes kurdes, mais est-ce qu'il y a combien de non-kurdes? D'accord. Merci. Non mais je veux dire, est-ce que moi je peux vous poser des questions? Je fais comme avec les étudiants. L'information que vous avez, elle vient d'où? Je peux vous demander. Et quelle est l'image que vous avez, parce que c'est très important. Alors moi personnellement, j'avais une connaissance il y a quelques années d'une kurde sur la région de Besançon, donc j'ai un peu découvert votre culture. Et puis après, c'est la lecture sur notamment l'humanité, les articles qu'il y a eu avec... voilà. Et puis, comment dire, vraiment je ne vais pas assez la culture, mais une envie de découvrir cette culture qui est phénoménale et puis qui nous remet des choses en place. Et tout à l'heure, j'avais tendance à vouloir dire, est-ce que c'est un problème pour l'instant pour la société kurde des LGBT? Parce que il y a tellement d'autres choses, d'autres chantiers à mon avis que ça viendra bien après. Bonjour, oui, excusez-moi, je suis pas trop là. Moi je voulais, pour ma part, comme ça, j'ai pris connaissance du problème kurde avec les médias nationaux, comme dit la télévision, radio, et puis forcément,
j'ai été vraiment admiratif de la combativité des Kurdes, des femmes et des femmes. Et puis je dis toujours qu'on oublie que Kobané, le résistant kurde, c'est le premier rempart justement qui nous protège. On s'en rend pas compte. Voilà, je voulais juste dire ça et puis je me souviens. En tout cas, on aurait peut-être dit une chose essentielle, c'est que les Kurdes là-bas, en part contre Daesh, se battent aussi pour nous, Français, raison pour laquelle nous devons les soutenir totalement. Voilà, c'est pour ça. On ne s'en rend pas, c'est résumé votre pensée. C'est exactement ça. C'est ce que je ne cesse de dire, notamment le travail. Et puis, autre chose, je voulais aussi poser la question de savoir s'il y avait, j'ai vu un reportage récemment sur les volontaires étrangers, notamment français, qui allaient là-bas lutter auprès des Kurdes contre ceux que vous appelez Daesh. Je voulais savoir si c'était nombreux ou pas simplement. C'est beaucoup de courage. Merci. Ils ne sont pas assez nombreux. Oui, moi concernant la question que vous faites par rapport au Kurdistan, je suis communiste et je tenais le stand du Loiret il y a 3 ans en face et j'ai découvert un peuple très chaleureux, avec une culture formidable et dans l'humanité j'ai découvert le combat des femmes avec des reportages aussi à la télévision et ça m'a beaucoup touché. Je pense que, je le disais en arrivant ici, Louis Aragon l'a dit, chanté par Jean Ferrat, la femme est l'avenir de l'homme. Et vous le prouvez au Kurdistan. Félicitations, vous défendez nos valeurs. Moi, j'ai admiré la résistance française. Je constate que la résistance, elle doit être mondiale. Vous êtes les premiers à nous montrer le chemin, je pense, avec les femmes au pouvoir, les femmes qui luttent, les femmes qui nous montrent le chemin. Vous êtes l'avenir. Je voudrais dire quelque chose au sujet des recrues étrangers au Rojava. C'est quelque chose de très important. Le Rojava, comme on vient de le dire et on ne le dira jamais assez, ce sont les seuls, comme on dit en anglais, boots on the ground, les seuls qui se battent pour le soi-disant État islamiste, c'est Daesh. Ce sont les courageux soldats des armées masculines et féminines du Rojava. Bon, moi j'ai rencontré des recrues, mais il faut savoir une chose. Il y a les recrues qui sont dans le militaire, il y a même des militaires américains, il y a des militaires de toutes les, enfin, des anciens militaires américains, australiens, anglais, une israélienne, figurez-vous, enfin bon, plein de nationalités. Ça c'est une chose. De l'autre côté, dans ce qu'on appelle la société civile, j'ai rencontré des jeunes idéalistes, vraiment des jeunes engagés de gauche, italiens, canadiens, qui ne voulaient pas se battre, ils n'allaient pas là pour le coup de feu, hein. Ils voulaient participer à la construction d'une société socialiste et égalitaire. Malheureusement, on n'en entend pas parler, et je le déplore et je ne cesse de le dire à mes amis kurdes. Vous avez du matériel, on trouve des cinéastes, il faudrait faire quelque chose tous les jours dans les médias, parce que la force de Daesh, de soi-disant État islamique, c'est dans les médias. Et c'est parce qu'ils, bon, évidemment, ils exécutent des gens en palmure, ils ont des décors, enfin, je veux dire, c'est des techniques de cinéma extraordinaires. Mais on ne dit pas assez combien de jeunes sont partis là-bas pour reconstruire une société de façon positive. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut, enfin, je ne sais pas s'il y a des cinéastes ou des gens qui veulent faire quelque chose, mais il faut en parler. Il y a des idéalistes, il y a une terre qui n'est pas mortifère au Moyen-Orient, mais c'est la seule. Donc les recrues, les garçons, les jeunes hommes, les jeunes femmes, des gens de tout âge, mais surtout des jeunes idéalistes, il y en a. Et il faut encore. Bonjour. Ben bir soru soracağım. Je vais poser une question. Şimdi kendileri de biliyor, beraber daha güçler oraya takip ediyorlar. Kürdistan'ı 4 parçaya
bölünme temeli üzerine kurulmuş bir ulus devlet sistemi var. Il y a un État-nation qui est divisé sur 4 États. Dolayısıyla bu 100 yıldır süre geliyor. Fakat bunun alternatifi olarak Önder Abdullah Öcalan'ın fikirleriyle şekillenen bir Rojava devrimi var. Par rapport au fait que le peuple kurde a été divisé et martyrisé en 4 pays, il y a le projet de vie, l'alternative qui a été élaboré par le président Öcalan. Bunun öncülüğünü bizzat PKK-YPG yapıyor. C'est le PKK, l'YPG, l'YPJ qui mène donc ce projet à terme, à vie. Bu sömürgeci, yani Kürdistan'ın sömürgeleştirmesi üzerine kurulan ulus devlete karşı demokratik ulus sistemini inşa etmeye çalışıyorlar. Gözlemledikleri, yani en çok dikkatlerini çeken konu ne? Bir bu. Par rapport à un État qui a colonisé, un État-nation qui a colonisé le territoire, les territoires kurdes, donc les 4 États-nations qui harcèlent un peu la population. Vous avez en face un projet de vie sociale, de vivre ensemble, de partage, de pluralisme, d'ethnicité confessionnelle et autres. Quel est le point, quelle est la chose qui vous a le plus marqué en faisant la comparaison des États-nations qui dominent justement le territoire kurde et ce projet de vie de Rojava? Attends, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais ce qui m'a plu dans ce que j'ai pu lire de Öcalan et de ce que j'ai pu voir au Rojava, c'est un projet qui n'est pas nationaliste. Le Rojava ne veut pas une indépendance territoriale. Et puis, le problème, c'est qu'en Turquie, on ne cesse de dire qu'ils veulent faire scission et ainsi de suite. Pour moi, si j'ai bien compris, c'est anti-nationaliste. Ils veulent une province autonome en Syrie. Et c'est pas une histoire de frontières, de nationalité, de visa, de passeport. Ça va au-delà de ça. Et ce que j'ai compris, c'est que c'est un projet social qui dépasse les frontières et qui dépasse l'idéologie nationaliste. Et Erdogan, il est en train de capitaliser sur quelque chose qui est faux. Il dit oui, ils veulent du séparatisme. C'est pas le cas. C'est tellement plus évolué que ça. Et c'est ça qui m'intéresse. Je crois, si j'ai bien compris, que Erdogan, Öcalan, il aurait dit plutôt que cette idée d'État-nation très limitée, c'est dépassé comme notion. Bon, si j'ai pas compris, vous me direz. Mais c'est aller au-delà de ça. Non, par rapport au projet, c'est-à-dire à la vie qui est imposée par le système d'État-nation qui domine les Kurdes actuellement, il a parlé du projet social, donc quel est le point qui vous a marqué contre les États-nations? Oui, à Rojava, qu'est-ce qui vous a remarqué le plus dans toute cette révolution? Moi, c'est l'égalitarisme et l'ouverture. C'est l'ouverture et l'égalitarisme. Question genre et question toutes les nationalités qui se trouvaient sur le terrain. C'est cette ouverture de participation, je pense que vous disiez, antinationaliste et qui est anti-machiste. Et c'est très difficile pour une société traditionnelle du type kurde qui est fondée sur la polarisation du genre et le patriarcat. Donc c'est une lutte à tous les niveaux. Et voilà. Parce que là où il y a les Turcs ailleurs, je veux dire, Iran, Irak, Turquie, c'est pas tout à fait ça. Enfin, la Turquie avant, dans le projet Kemaliste, il y avait peut-être la place pour quelque chose comme ça, du moins sur papier, mais c'est pas le cas maintenant. Si vous permettez, moi je voudrais ajouter quelque chose. Il y a Sinem Mohamed qui est la coprésidente des 3 cantons autonomes de Rojava, qui était là depuis 2 jours. Donc j'ai eu la chance de l'accompagner sur plusieurs débats, de l'écouter et aussi de ce que je sais avant. Par exemple, elle nous parlait de la constitution du projet de vie de Rojava, justement. La première chose qu'ils ont mis dans la Constitution, c'est effectivement l'égalité hommes et femmes, mais pas seulement sur les papiers, parce que au Rojava, les hommes et les femmes, que ce soit au
niveau des armes dans la main, que ce soit au niveau de la société civile, de reconstruction, des associations, de l'éducation, mènent une lutte commune. Ils sont sur le front ensemble, ils luttent, ils combattent ensemble et ils reconstruisent la société ensemble. Donc, dans le projet de vie de Rojava, dans la constitution de Rojava, la première chose qui a été marquée, par exemple, on a parlé que la majorité de la religion, de la région, était de religion musulmane. Donc, la polygamie, jusqu'à avoir droit à 4 épouses. La première chose qui a été interdite et qui a été mise dans la Constitution, c'est la polygamie ou les mariages multiples. La première chose qui a été marquée, qui a été mise dans la Constitution, donc finalisée, c'est l'exclusion, c'est-à-dire la circoncision des femmes. La première chose qui a été mise dans la Constitution et qui a été mise dans la pratique, c'est la coprésidence, l'équité hommes et femmes. Tout à l'heure, Patrice l'a dit, tout à l'heure, notre camarade l'a dit, dans toutes les gestions, c'est hommes et femmes. Vous avez une coprésidence hommes et femmes, que ce soit à Djizri, à Afrin ou à Kobani, les cantons, ou même dans les parlements ou dans les conseils du quartier, quand il y a une gestion, c'est toujours une gestion hommes et femmes. Donc à partir du moment où au niveau de la reconstruction d'une société, on commence à vraiment élaborer un projet ensemble sur une mentalité d'équité et qu'on donne cela comme projet de vie, de projet d'élaboration à la population, là, l'égalité hommes et femmes ne reste pas seulement sur le papier, elles deviennent en fin de compte un projet actif de la vie de tous les jours. Je voudrais ajouter quelque chose à ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans tout le Moyen-Orient, les constitutions, pouvoir, sont soumises à la charia. Vous avez article 1, égalité. Je connais ça de la constitution afghane, par exemple. Et ensuite, un peu plus loin, oui, tout est bien aussi longtemps que c'est conforme avec la charia. Et on sait qu'il y a une inégalité de genre qui est inscrite dans la charia. L'histoire d'équivalence et de complémentarité dont on parle, c'est une façon d'Élysée de parler d'inégalité. Ne pas oublier. Il me semble que la constitution turque est égalitaire, mais c'est en train d'être changé dans le projet actuel de l'AKP. C'est très important de savoir ça, que la charia domine toutes les constitutions du Moyen-Orient, sauf ce dont on est en train de parler. Et la Turquie, si Erdogan continue son coup d'État et continue à transformer la Turquie en Syrie, ça va être la même chose.